C'est un paysage forgé depuis des millénaires par la rencontre entre la mer, les terres et le plus puissant fleuve d'Europe. Les éléments ont créé ici une vaste zone humide peuplée de millions de grenouilles, de milliers d'oiseaux et de quelques farouches chevaux sauvages. Ce soir, nous vous emmenons au fil de l'eau. Bonsoir et bienvenue dans le delta du Danube. Ce soir, votre jardin extraordinaire, c'est la Roumanie, un pays tout proche de chez nous et qu'on connaît peu pour ses merveilles naturelles et pourtant elles sont nombreuses et diversifiées. Depuis les montagnes des Carpates fréquentées par les loups et les ours jusqu'à ces vastes étendues de roselières et de marécages qui servent de refuge à des milliers d'oiseaux. Ce soir, notre quête, c'est de vous trouver deux animaux emblématiques de ce delta du Danube. D'abord le grand pélican blanc, le pélican blanc qui mesure plus de 3 mètres d'envergure en vol, un splendide voilier. Et puis nous partirons aussi à la recherche des chevaux sauvages du delta du Danube. Leur histoire nous apprendra que la nature peut reprendre le dessus après le passage de l'homme. Nous sommes ici à quelques kilomètres de la mer Noire, c'est là que le Danube va se jeter à la fin de sa course. Il avait pris sa source à 3000 km en amont, dans la forêt noire, en Allemagne. Tout commence ici. Deux petits cours d'eau se rejoignent pour former le Danube. C'est le plus long fleuve de l'Union européenne, 2875 km. Il passe dans 10 pays, traverse 4 grandes capitales pour finalement terminer sa course dans la mer Noire en créant toute une mosaïque de lacs et d'îles végétales. C'est le delta du Danube. En arrivant dans les plaines au niveau de la mer, le Danube s'étale. Il laisse aux végétaux davantage d'occasions de s'enraciner et de croître à l'abri des courants. Dans ce labyrinthe, un œil distrait ne distingue d'abord que des roseaux. Des roseaux et encore des roseaux à perte de vue. Mais derrière ces roseaux et sur les îles progressivement formées, se cache une diversité végétale magnifique. Le vent et le Danube n'arrêtent pas de charrier des graines qui viennent de toute l'Europe centrale. Ouais, voilà, là on est vraiment rentré au cœur de la roselière. Donc c'est la plus grande roselière du monde, plus de 2000 km² d'un seul tenant de roseaux. Et on y trouve tout un monde fait de petits animaux divers, d'une faune diverse et variée, et de végétaux aussi très différents. Il y a vraiment notamment plus de 1000 espèces végétales. On est toujours attiré par les animaux, mais les végétaux ici, il y a plus de 1000 espèces différentes. Ça c'est fascinant. Et puis il y a ce chant des roseaux aussi, quand il y a le vent. On entend vraiment toutes ces feuilles se frotter ensemble. C'est vraiment les chants de la roselière. Superbe. Les roseaux se dressent jusqu'à plus de 3 mètres de haut. Ils peuvent prendre racine jusqu'à 1,50 m de profondeur. Ce sont d'incroyables filtres. Dans les eaux un peu plus profondes, les nénuphars recouvrent des lacs entiers. Et sur leurs feuilles, des sternes ont établi leur nid. Ces oiseaux se mettent de cette manière à l'abri de certains prédateurs. Tout est en place dans ce dédale végétal pour accueillir une vie animale foisonnante, sur l'eau et sous la surface. Entre les racines des nénuphars se glissent des millions de batraciens. Là, ça nous permet de faire des images de tout près. Avec l'aide de la petite caméra qui plonge dans l'eau. Le soir, quand la température tombe brusquement de quelques degrés, les grenouilles sont soudain beaucoup moins vivaces. Elles restent sans broncher à quelques centimètres de notre caméra.
Si les grenouilles nous ont fait la belle surprise de poser devant la caméra, pour le moment, les pélicans, eux, restent invisibles malgré nos recherches. C'est pourtant dans le delta du Danube que se trouve la plus grande colonie d'Europe de ces grands oiseaux. Chaque année, ils sont plus de 3000 venus d'Afrique pour se reproduire ici. Mais pour le moment, les seules visions que nous avons d'eux sont furtives et lointaines. Et si les pélicans ne se montrent pas encore, la roselière grouille des cris et des chants de plusieurs centaines d'autres espèces d'oiseaux. Sur une année, plus de 300 espèces différentes trouvent dans le delta du Danube un territoire qui leur convient. C'est une véritable terre de croisement, un carrefour de migration. Les plus légers se perchent sur les roseaux, comme le martin pêcheur. On trouve ici les oiseaux les plus communs d'Europe, mais aussi d'autres, beaucoup plus rares, comme l'ibis falcinelle. À première vue, le plumage de cet oiseau venu d'Afrique pour nicher ici semble totalement noir. Mais de plus près, on remarque ses splendides reflets verts et bruns. Nous croisons aussi quelques aigrettes, des grèbes huppées, sans oublier des sternes, la cigogne et même quelques cygnes. Avec ses 2,40 m d'envergure, le pigargue à queue blanche est l'un des plus grands prédateurs dans le ciel du delta. Si le delta est bien le territoire des oiseaux, il laisse quand même une petite place à quelques hommes et leur bétail. Après plusieurs visites, Costel nous accueille avec le sourire. Il dit avoir autant de vaches que d'années, sans nous dire exactement combien. La vie est dure, très dure. En hiver, il n'y a personne. En été, on voit parfois un touriste. Et pourquoi vous avez choisi de rester dans le delta ? Parce que j'ai grandi ici. Un être humain reste là où il est né. Moi, je n'aimerais pas partir. C'est ici que je dois rester, dans mon pays, mon cher pays. Ici, j'ai ma maison, mes vaches. Il y a ma femme, ma mère. Est-ce qu'il vous manque quelque chose ici ? Tout nous manque. Si je dois aller chez le médecin, le temps d'y arriver, je suis déjà mort. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? Une bonne santé. C'est vraiment ce que je désire. C'est la seule chose dont on a besoin. Si on est en bonne santé, on peut s'en sortir. C'est quoi votre sentiment par rapport à la nature et à la faune ? C'est naturel pour moi, c'est mon quotidien. Les animaux vivent leur vie et nous la nôtre. Les oiseaux que vous avez vus chantent entre eux et moi, je les écoute. C'est ça notre vie ici. Il n'y a pas de voiture, pas de train. Juste une barque avec un moteur. C'est tout. Les gens me saluent, je leur réponds. Chaque saison modifie ses terres, parfois inondées, réduites à quelques mètres carrés, parfois beaucoup plus sèches et beaucoup plus grandes. Le delta du Danube est considéré comme la terre la plus jeune d'Europe d'un point de vue géologique. Il se serait formé il y a à peine 8000 ans. Il se modifie constamment. Le fleuve charrie en permanence des millions de tonnes d'alluvions et les dépose dans la mer Noire.
Les vents, les pluies bousculent aussi en permanence ce paysage. Les habitants du delta disent qu'ici, il n'y a du vent que 2 fois par an. 6 mois venant du nord, 6 mois venant du sud. Si la plus grande partie du paysage du delta ressemble à un grand marécage, certains endroits sont beaucoup plus secs. Ilyoussa nous emmène sur le point culminant du delta. L'escalade n'est pas bien longue, 13 mètres d'altitude, mais c'est la plus haute dune de l'île de Letea. Je vous ai emmené ici pour vous montrer un endroit spécial du delta du Danube. Nous nous trouvons à l'endroit le plus haut dans le delta, à une altitude de 13 mètres. C'est un endroit très intéressant, car le delta naît à cet endroit. Il est né ici à partir d'un barrage de sable qui a été créé par la mer, qui formait un golfe, le golfe de Dulcea, qui par après a été rempli par les alluvions apportées par le fleuve. Des alluvions apportées au fil des ans, et c'est pour ça qu'il y a 2 parties, la partie d'eau douce et la partie qui représente l'ancien fond de la mer. Il y a 8000 ans ici, c'était le fond de la mer, et maintenant on a ce relief hors du commun. C'est un paysage qui évolue, qui continue d'évoluer tout le temps, chaque année. Oui, ce paysage est en perpétuelle évolution, car la mer apporte sans cesse du sable. Et chaque année, elle crée une nouvelle couche de terre. La Roumanie gagne entre 11 et 18 mètres de terre par an. Et le fleuve continue à apporter des sédiments qui remplissent le delta. Avec le vent aussi. Le vent a joué un rôle très important dans la création du relief. Après que la mer se soit retirée, le sable est resté, a séché et a été porté par le vent, ce qui a amené à la création de dunes qui, ultérieurement, étaient couvertes de végétation. Alors qu'Ilyoussa nous raconte l'histoire du paysage, un premier groupe de chevaux sauvages apparaît au loin. Ils s'aventurent rarement dans les dunes. Mais avant de les suivre pour les voir de plus près, Ilyoussa veut nous montrer quelque chose de beaucoup plus rare encore. Une fleur. Une fleur qu'il n'avait vue qu'une fois dans sa vie, il y a 8 ans. Celle-ci est la plus grande orchidée qu'on peut trouver dans les forêts. Pendant plusieurs années, on ne la voyait plus. Je ne sais pas pourquoi, certaines années elle fleurit et d'autres pas. Elle a probablement besoin de conditions spécifiques. Par exemple, cette année, il y a eu beaucoup d'humidité et regarde, maintenant on en voit partout. Pourtant, une fois encore et malgré ses recherches, Ilyoussa n'a pas pu identifier la plante. Quelques semaines plus tard, elles auront disparu, sans doute à nouveau, pour quelques années. En quittant l'île de Letea, la chance nous sourit enfin. Un groupe de pélicans un peu moins farouches se laisse approcher de plus près. Voilà, ça c'est vraiment une de nos récompenses de fin de journée. C'est une des choses qu'on espérait voir ici. Les grands pélicans blancs, il y a un petit groupe qui s'est arrêté là. C'est un oiseau qui aime vivre en colonie. Et d'ailleurs, on ne voit pas les toutes grandes colonies, parce qu'elles sont dans des zones protégées dans lesquelles on n'a pas accès, là où ils se reproduisent. Mais par contre ici, avec un peu de chance, on tombe sur ces petits groupes comme ça. Ils ont l'air d'être une dizaine. C'est un oiseau assez lourd qui fait une dizaine de kilos. On va le voir au moment de décoller, il a un peu de mal. Il marche, il fait presque un pas sur l'eau pour arriver à prendre son élan et à décoller. Puis au moment où il décolle, il déploie vraiment cette voile de 3 mètres jusqu'à 3 mètres 30, presque 2 fois ma taille, d'ailes, d'envergure d'ailes. Ça c'est vraiment splendide.
oiseau qui a beaucoup de stratégies en commun. C'est-à-dire qu'ils vivent en commun, ils vivent en colonie, ils vont voler les uns à la suite des autres. Et puis ils vont aussi pêcher par moments en commun, donc en se mettant en roue et en chassant le poisson avec leurs pattes, en essayant de diriger un banc de poissons. Au moment où ce banc de poissons sera arrivé dans un endroit assez peu profond, là ils pêcheront tous ensemble, avec leurs grandes poches qu'ils ont dans le bec. C'est une poche qui peut prendre, on dit, jusqu'à 13 litres. Les premières traces de présence humaine dans le delta remontent à plus de 8000 ans. Mais les ancêtres des habitants actuels sont arrivés principalement il y a 300 ans. Ce sont des Lipovènes. Chassés de Russie, ces orthodoxes traditionalistes ont trouvé refuge dans le delta. Il reste environ 15 000 personnes dans le delta. Et leurs principales activités tournent autour de la pêche et du tourisme. Leur village actuel laisse une place aux oiseaux. Les poteaux électriques ont été aménagés pour permettre aux cigognes d'installer leur nid au milieu du village, entre l'église et la villa du maire. Personne ne songe à les déranger. Et cette année encore, 4 jeunes sont nés dans ce nid. Dans le delta, la plupart des animaux se servent des roseaux comme refuge. Mais les hommes les utilisent aussi. Ils servent à faire les toits ou les clôtures, et cela depuis des siècles. Un autre oiseau symbolise un bon présage pour les habitants du delta. Il les laisse nicher jusque dans leurs maisons et même envahir leurs terrasses. Ce sont les hirondelles, et elles sont véritablement partout. Au point qu'elles font même leur nid au-dessus de la table familiale. Et parfois, elles se servent même de la télévision comme perchoir. Beaucoup d'habitants ont quitté le delta, usés par un climat rugueux qui varie de moins 25 degrés en hiver à plus 35 en été. Elena est géographe et guide dans le delta. Elle nous fait découvrir à présent un tout autre endroit. Vous vouliez nous montrer le bâtiment pour voir la façon dont la nature a recolonisé certains endroits du delta. Oui, certainement. Voilà Tanguy, je vous ai amené dans un endroit que je trouve étonnant, fascinant même. Donc si on regarde bien, des fois on va observer des oiseaux qui plongent dans la terre. Mais on va s'approcher. Là on les voit là. Voilà. C'est ceux-là qui plongent, c'est des hirondelles. Oui, ce sont des hirondelles. On va s'approcher pour observer encore plus. Et qu'est-ce qu'elles font alors là en dessous? Ils ont leur nid là-bas. Ils sont mis dedans. C'est une ancienne station d'épuration des eaux qui servait pour la pisciculture, qui ont été abandonnées après 1993 ou 1994, je pense. Et voilà, la nature a repris son droit sur les lieux. Est-ce que c'est un mouvement général dans le delta du Danube? Assez général, je dirais, oui. Bon, il y a toujours des petits terrains qui sont utilisés pour l'agriculture, mais très peu par rapport à 1986, par exemple.
Si on réfléchit un petit peu que tout ce qu'il y avait, grands combinats sidérurgiques, chimiques et tout ça, qui déversaient peut-être leurs déchets dans les eaux du Danube, maintenant ils sont fermés ou peut-être ils fonctionnent à 20%, on peut constater facilement que le niveau de pollution il a fortement diminué. Parce que toutes ces industries ont disparu. Ouais. Vu le programme de garder l'écosystème sain, ils ont choisi de laisser le delta se développer de sa manière, de sa façon tout naturelle. Retour dans la forêt de l'Étéa. Une forêt fragile et unique. Les principaux arbres sont de grands chênes. Étonnant dans une forêt qui finalement se dresse sur du sable salé. Les racines de ces arbres ne peuvent pas s'enfoncer profondément. Je vous ai emmené ici pour vous montrer ces chênes. Il s'agit de chênes uniques au monde. Ils ont réussi à adapter leurs racines par rapport au sol dans une fine couche de terre avec de l'eau douce qui se trouve au-dessus de la couche imbibée d'eau salée. Regardez, on dirait une vallée. Il y a eu de l'eau douce ici et elle a apporté une couche de terre fertile, ce qui a permis de développer cette végétation unique en Roumanie. Dans les branches de ces chênes montent des plantes étonnantes. Ce sont des lianes. Elles donnent à ces forêts un petit air tropical. Mais d'après certains chercheurs, elles auraient été amenées ici par des oiseaux migrateurs. À leurs pieds se réfugie cet animal apparu sur Terre 10 millions d'années avant l'homme. Vous l'avez reconnu, le hérisson. C'est le seul mammifère européen qui peut compter sur une armure de poils durs, agglomérée, hérissée, durcie en 5000 piquants. Et le milieu aquatique du delta du Danube ne le dérange absolument pas. Comme la plupart des mammifères, le hérisson sait très bien nager. Mais revoilà nos chevaux sauvages du Danube. Les apercevoir n'est pas compliqué. Les approcher, c'est une toute autre histoire. Ces chevaux sont réputés pour apprécier leur liberté. On voit les chevaux juste là, on les distingue entre les feuillages. Ils sont pas très farouches, ils sont quand même habitués à voir passer du monde. On va essayer de les approcher un peu plus près, c'est quand même un magnifique spectacle. C'est des chevaux qui ont été relâchés en partie, leur histoire est assez complexe. Il y avait un groupe de chevaux sauvages, visiblement, qui étaient déjà dans le delta du Danube. Puis après la dictature de Ceausescu, les fermes ont relâché des chevaux, dont une grosse ferme a relâché 200 chevaux sauvages. On a cru qu'ils survivraient jamais. Et ils ont survécu, ils se sont multipliés, ils sont maintenant ici. Et c'est un bel exemple de retour à la nature d'une population d'animaux qui étaient au départ captifs. Aujourd'hui, c'est quand même un spectacle incroyable. Super. Mais tout le monde n'apprécie pas les chevaux sauvages. Certains scientifiques estiment que ces animaux sont à présent trop nombreux et qu'ils détruisent la forêt. Là, on voit particulièrement bien que ces chevaux sont très bien reproduits, très bien acclimatés. Au moment où ils ont été relâchés, il y a 25 ans, les gens ont cru qu'ils ne tiendraient pas un hiver. Et puis ils ont très bien tenu, on voit qu'il y a des petits dans le groupe. C'est aussi des chevaux qui n'ont jamais connu l'homme. Les premiers avaient connu l'homme, avaient été relâchés. Et puis les dernières générations, ils n'ont jamais vu qu'un homme à quelques dizaines de mètres comme nous, mais jamais été approché par les hommes. Ils sont vraiment retournés à l'état sauvage. Et ça, c'est quand même une belle histoire. Même si ce n'est pas des chevaux qui ont été toujours sauvages, on voit que c'est des chevaux qui ont pu reprendre une liberté, reprendre un espace. Les courses
courses entre les chevaux, les combats entre les mâles. Vraiment un spectacle de vie sauvage. Et d'animaux retournés à la vie sauvage et qui savent prospérer à la vie sauvage. Malgré son histoire mouvementée, la Roumanie a su préserver cet écrin de nature, cette richesse étonnante, où l'homme et l'animal ont réussi à vivre en parfaite harmonie. C'est ici, au milieu des sternes, des pélicans et des grenouilles que s'achève notre périple à travers le delta du Danube. Nous n'avons pu en visiter qu'une toute petite partie, mais j'espère qu'elle a pu vous convaincre de la beauté, la richesse de l'endroit et aussi de la nécessité de le protéger. J'espère que vous avez fait un excellent périple en compagnie de l'équipe du Jardin Extraordinaire et je vous fixe rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes.